Je vous le disais dans les titres, on part sur le terrain d'un immense espoir, sur le terrain de cris de joie, malgré une tragédie, de cris de joie des deux côtés, des cris de joie à Gaza et des cris de joie en Israël, puisque la première partie du plan de Donald Trump a été signée à la fois par le Hamas et par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. On va consacrer une large partie de cette émission au décryptage de cette information essentielle, à ce qui est peut-être aussi une grande victoire diplomatique de Donald Trump. Sur ce plateau, Tamar Sebok, bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante en France au quotidien israélien Yediot Aharonot. À vos côtés, Bertrand Besancenot, diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Et Maxime Pérez, vous êtes ancien correspondant au Proche-Orient à Jérusalem et vous êtes aussi spécialiste défense. Alors, dans quelques instants, on va aller justement sur place, sur le terrain, à Gaza, retrouver Rami Abou-Djamous. Mais juste avant, on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est joué dans cette journée peut-être historique. Regardez ce reportage de notre correspondant Arnaud Miguet. C'était avant le 7 octobre 2023, sur l'une des principales artères qui bordent la ville de Gaza. Le mauvais sujet est parti. Voilà, le récit de la journée aujourd'hui avec Arnaud Miguet et on en débat juste après. C'est un jour heureux, comme la place des otages n'en a pas connu depuis longtemps. La perspective de la libération des 48 captifs de Gaza n'a jamais été aussi proche. J'en pleure. Tous les matins depuis 2 ans, ma première pensée en me réveillant, c'est les otages. Aujourd'hui, c'est mieux que gagner au loto. Ce père espère revoir son fils, Omri, 48 ans, enlevé il y a 2 ans et 2 jours. Larmes de joie et embrassades pour les familles d'otages. Dans ces moments-là, on est avec vous. Je suis tellement ému de recevoir tout ce soutien. Et mon fils revient dans 2-3 jours. C'est un sentiment incroyable. Nous aimons Trump est écrit sur ce panneau. Le président américain, faiseur de paix pour ces Israéliens, celui qui, dès la nuit dernière de Washington, annonçait la bonne nouvelle. Je viens de recevoir ce message du secrétaire d'État. Nous sommes proches d'un accord au Moyen-Orient. Et Donald Trump d'appeler personnellement ses familles d'otages au téléphone. Les otages devraient tous rentrer dès lundi. À Gaza aussi, des scènes de liesse aujourd'hui. Et cette perspective d'un silence des armes après 2 ans de bombardements israéliens et d'une guerre intense. Le cessez-le-feu, ça veut dire que la guerre va s'arrêter et le massacre va prendre fin. Toute la journée, ces habitants sont restés devant leurs écrans pour suivre les derniers développements de l'accord entre le Hamas et Israël. Quel soulagement. Cela fait 2 ans qu'on attend ça. Si tout se passe comme prévu, la libération des otages vivants et le retour des 28 dépouilles en échange de prisonniers palestiniens pourraient avoir lieu lundi ou mardi prochain. En attendant, à Gaza ce soir, les bombardements continuent. Bertrand Besancenot, je parle à l'ambassadeur, à l'homme de négociations difficiles. Qu'est-ce qui, ce soir, est le plus historique ou a dû être le plus difficile? Est-ce que c'est d'avoir fait signer le Hamas? Ou est-ce que c'est d'avoir fait signer le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Ou d'avoir fait les deux en même temps? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est un véritable succès pour le président Trump, et ça, il faut le reconnaître, parce que tout le monde savait qu'il était le seul à pouvoir imposer à M. Netanyahou l'arrêt du carnage à Gaza, et effectivement, il a réussi à le faire, parce que jusqu'à présent, tout le monde avait un peu le sentiment qu'il avait laissé les mains libres à M. Netanyahou, et donc effectivement, c'est la bonne nouvelle, si je puis dire. S'agissant du Hamas, il n'était plus dans une situation lui permettant de résister. Je veux dire, à partir du moment où à la fois M. Netanyahou disait très clairement qu'il voulait en finir, et que d'autre part, le président Trump avait mis un ultimatum avec une date, etc., et qu'il n'y avait pas de soutien des pays arabes. Il faut le dire également. Enfin, je veux dire, le plan arabe est très clair sur la non-présence du Hamas. Donc, si vous voulez, dans cette situation-là, étant donné également son affaiblissement très très fort, à la fois sur le plan militaire et sur le plan de l'approvisionnement, eh bien, effectivement, je crois qu'il n'avait pas réellement le choix. Donc, si vous voulez, pour moi, l'élément le plus important, c'est que le président Trump ait fini par imposer, justement, à M. Netanyahou l'arrêt de la guerre.
Et justement, on ira prendre la direction évidemment des États-Unis. On retrouvera notre correspondante à Washington qui nous décryptera quelles sont les réactions aux États-Unis. D'abord, Tamar Sebok, donc vous êtes, pour nos téléspectateurs, je précise, le quotidien israélien Yediot Aharonot, c'est le plus gros tirage de la presse quotidienne en Israël. C'est un journal plutôt à tendance centriste, donc je précise pour que tout le monde voit quel est le positionnement politique. Je parle à la fois à la journaliste, mais aussi à la citoyenne israélienne. Ce soir, quand vous apprenez cette nouvelle, en tant qu'israélienne, peut-être même avant qu'en tant que journaliste, qu'est-ce que ça vous fait? Alors d'abord, moi je connais des personnes qui avaient une partie de leur famille comme otage, et une partie de leur famille est morte. Et je connais une ex-otage, et c'est quelque chose... Connaître l'angoisse des familles depuis tous ces temps, la torture psychologique d'avoir toutes ces vidéos, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Donc, personnellement, déjà, c'est entre un grand soulagement et en même temps une angoisse de le voir arriver jusqu'au bout, parce qu'on a vu tellement de fois où ça aurait pu dire que vous avez toujours peur que ça déraille. Voilà, et toutes les familles sont comme ça. Mais j'ai vu... J'ai vu des enterrements, j'ai discuté beaucoup avec des familles, je discutais avec des ex-otages, donc... Les soulagements, c'est vraiment un soulagement et on attend qu'une chose, c'est l'explosion de joie qu'on puisse avoir. Et on va en reparler, on va aller dans quelques instants à Tel Aviv, justement, Tamar. Maxime Pérez, vous avez vécu, vous aussi, des années à Jérusalem. Qu'est-ce que ça peut signifier pour la société israélienne et après, est-ce que ça permettra de passer à autre chose? Est-ce que vous, avec votre expertise... Vous dites que si ça va jusqu'à terme, on peut passer à un autre cycle. Déjà, cette première phase de l'accord, otage contre prisonnier, elle va permettre à la société israélienne de panser ses plaies, de refermer la parenthèse ouverte le 7 octobre, justement, avec ces enlèvements de personnes, de civils israéliens. On le rappelle, près de 1200 morts. 1200 morts. Et chaque fois, on rappelle sur ce plateau, pour que nos téléspectateurs comprennent, si on rapporte à la population française, un peu moins de 70 millions, 10 millions en Israël, c'est comme s'il y avait eu 10 000 morts dans la société française. Donc et certains de ces 1200 morts font partie des dépouilles d'otages qui ont été ensuite... prises par le Hamas pour être ensuite monnayées, comme c'est le cas depuis maintenant quelques semaines, en contrepartie donc de détenus palestiniens, un nombre de 2000. Donc le premier point, c'est évidemment refermer cette immense blessure et traumatisme pour la société israélienne, mais viendra sans doute maintenant le temps des comptes pour l'échelon politique, pour peut-être Benjamin Netanyahou, qui n'a peut-être pas encore payé le prix pour un certain nombre d'Israéliens de cette... terrible erreur stratégique qui a constitué l'attaque par le Hamas du 7 octobre. On s'approche d'élections. Est-ce que cela va devenir un thème de campagne pour l'opposition israélienne ou est-ce que d'ores et déjà, dès que les otages seront rentrés et qu'on entrera dans la routine de ces différentes étapes du plan Trump, eh bien, on essaiera très vite de mettre la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il puisse rendre des comptes et peut-être qu'une partie de l'opinion israélienne espère sa démission. On va reparler des conséquences politiques, bien sûr. On reste, en tout cas pour l'instant, dans l'émotion de ce qui se joue ce soir à Tel Aviv. On vous retrouve sur place, Lise Vogel. Lise, on s'était parlé, vous et moi, il y a 2 jours. Vous étiez toujours à Tel Aviv, vous étiez sur la place des otages. L'ambiance était très différente. C'était la date anniversaire, les 2 ans des attaques terroristes du 7 octobre. Il y avait beaucoup de douleur autour de vous. Ce soir, 2 jours après, on vous retrouve. Est-ce que l'atmosphère a changé? J'ai l'impression que oui, quand on voit ce qui se joue derrière vous, Lise. Oui, on peut même dire que ce soir, l'heure est vraiment à la fête, en tout cas à Tel Aviv. Et sur cette place des otages, un grand concert a été organisé pour fêter ce qui est pour les gens ici évidemment une très bonne nouvelle. Un accord historique, nous ont dit les Israéliens tout au long de la journée. Et c'est vrai que dès l'aube, on était sur cette place des otages qui est d'ordinaire très calme le matin. Et là, il y avait du monde qui arrivait jusqu'à ce qu'en fin de journée, il y ait des milliers de personnes sur cette place, des gens qui se retrouvaient, qui se
se tombaient dans les bras les uns des autres, qui riaient ensemble, qui chantaient, qui dansaient, qui pleuraient aussi beaucoup, parce que vos invités l'ont déjà dit en plateau, il y a des sentiments mélangés. Il y a évidemment le soulagement, la joie, mais aussi le chagrin pour de nombreuses familles endeuillées qui savent qu'elles ne retrouveront pas leurs proches vivants. En tout cas, ce soir, les Israéliens avaient envie de célébrer. Il y a eu aussi un moment très fort juste avant ce concert qui a encore lieu derrière moi. Des ex-otages sont venus témoigner devant la foule et ils sont venus aussi crier en direction de Gaza pour que les otages les entendent. Ils voulaient tous leur dire, et la foule reprenait avec eux certains mots pour dire que les otages ne sont pas oubliés, que tout un peuple, que toute une nation les attend depuis plus de 2 ans, et que ce soir, vraiment, ils ont envie d'y croire, ils ont envie de se dire que l'accord va tenir et que peut-être d'ici quelques jours, ces otages israéliens seront revenus sur le sol israélien. Vous restez avec nous, Lise, parce que justement, durant votre journée, vous avez interviewé, vous avez recueilli le témoignage du père d'un otage qui est mort, mais dont le corps est toujours à Gaza. Il s'appelle Michel Ilouz. Vous l'avez interviewé, on écoute son témoignage et on vous retrouve juste après, Lise. Je me prépare au retour de la dépouille de mon fils. J'ai besoin de reconnaître son corps, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Dans quel état sera sa dépouille ? Je me suis battu durant 2 ans, vous savez, pour que nos otages rentrent en Israël. Et désormais, je veux espérer que nous pourrons nous reconnaître les uns les autres en tant que nation, pour vivre en paix, pour les enfants d'Israël, mais aussi pour les enfants palestiniens. Il nous faut comprendre que c'est le seul chemin pour construire des ponts entre nos communautés et nous assurer un futur. Interview très forte, Lise, que vous avez recueillie. Justement, Lise, est-ce que vous avez des précisions, une idée de l'agenda? Quand est-ce que ces otages pourraient retrouver le sol israélien? Je parle évidemment notamment de la vingtaine d'otages vivants. Alors c'est la partie la plus incertaine dans la mesure où ici, les Israéliens ont l'habitude à chaque cycle de négociation, à chaque accord, on sait qu'il y a toujours des incertitudes jusqu'au bout et donc chacun retient son souffle tout au long de la journée. Les médias israéliens comme palestiniens évoquaient un échange entre les otages et les prisonniers palestiniens dès ce week-end, certains dès samedi ou dimanche, et puis finalement dans les dernières heures, il y a eu des déclarations notamment de Donald Trump pour dire que ça serait plutôt lundi ou mardi. Ce qui est certain, c'est que ce qui est sur la table, c'est cette idée selon laquelle tous les otages doivent revenir en même temps, en tout cas tous ceux qui sont vivants au moins. Donc les Israéliens s'y préparent. Ces dernières heures, les hôpitaux israéliens ont commencé à communiquer, à publier de nombreuses photos. Ils voulaient montrer les chambres des otages qui les attendent pour une prise en charge complète, aussi bien physique que psychologique. Merci Lise. Et justement, à l'instant, Donald Trump confirme qu'il partira bien dimanche pour le Moyen-Orient. Et donc, on peut s'attendre à ce que si les otages sont libérés le lundi, que Donald Trump peut-être accueille les otages, sans doute en Israël. On en reparlera. Bertrand Besancenot, on en parlait et on va aller à Washington dans quelques instants, mais c'est quand même un succès clair et net de Donald Trump qu'on accuse souvent d'être un président chaotique, mais il s'est donné les moyens de quelque chose potentiellement d'historique. Non, mais il faut absolument le reconnaître, parce qu'on peut critiquer toute une série d'aspects de sa politique étrangère. Dans cette affaire-là, il a donné le sentiment, par ailleurs, par exemple, de se faire manipuler par le président Poutine. Il donnait le sentiment de se laisser manipuler par M. Netanyahou. Et puis là, en l'occurrence, il a réussi à délivrer quelque chose, et qui est quand même très important. Quand on voit la joie de toutes ces familles, la libération des otages, il y aura des prisonniers, le retour des Gazaouis chez eux, la fin de la guerre, donc la fin des destructions. Tout ceci, effectivement, doit être mis à son crédit. On ne peut pas le nier. Bon, la question qui se pose naturellement, c'est d'abord de savoir si la première phase va bien se passer, parce que malheureusement, on a d'autres exemples historiques qui ont montré qu'on n'allait pas au-delà de la première phase, et ça c'est un risque qui demeure. Et puis, oui, parce que juste, je vous interromps, monsieur l'ambassadeur, mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien, là, il n'y a pas encore de cessez-le-feu. À l'heure où on parle, Gaza est encore bombardé, et d'ailleurs, on va voir les images là sur l'écran. Voilà, oui, Gaza absolument. Est toujours pilonné par l'armée israélienne,
normalement, jusqu'au retour des otages sur le sol israélien. Absolument, c'est-à-dire les 72 heures, normalement. Bon. Donc, à partir du moment où l'accord est conclu. Donc, si vous voulez, on voit les images des derniers bombardements. Oui, absolument. Non, et ceci est en cours. Mais donc, le premier aspect, c'est celui-là. Et puis, le deuxième, simplement, c'est de savoir si le président Trump continuera dans la voie qu'il a tracée, parce qu'il a donné parfois aussi le sentiment de changer d'avis. Alors, naturellement, tout le monde espère que non seulement la première phase se passera bien, mais que le président Trump, ensuite, ne changera pas d'avis et maintiendra une certaine pression sur M. Netanyahou, parce qu'on sait que le Premier ministre israélien n'a pas l'habitude de respecter tous ses engagements. Donc, je veux dire, c'est important qu'il y ait le maintien de cette pression américaine, sans laquelle la poursuite du plan ne se réalisera pas. Justement, Tamar, c'est ce que disait Maxime Pérez tout à l'heure, on va en parler, mais est-ce que Donald Trump peut, continuer à un petit peu peut-être forcer le bras à Benjamin Netanyahou? On voit qu'il y a déjà des dissensions dans le gouvernement israélien, puisque je crois que l'un des ministres d'extrême droite, M. Smotrich, peut-être M. Ben-Gvir aussi, non, c'est essentiellement M. Smotrich, qui a dit qu'il ne signerait pas, ou qu'il ne voulait pas signer cet accord. Donc, est-ce que Donald Trump aura les moyens de continuer à forcer quelque part Netanyahou à respecter cet engagement? Je crois que c'est irréversible au niveau de la pression maintenant, pour plusieurs raisons. Déjà, l'opposition a permis un filet au gouvernement pour passer ses décisions. Donc, Smotrich, il n'a pas non plus énormément de mandats. Et Ben-Gvir, qui est l'autre ministre d'extrême droite, a dit qu'il n'est pas content, mais comme c'est important de rendre les otages, il ne va pas quitter le gouvernement. Donc, en gros, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer au niveau interne, c'est que je crois que Netanyahou se rend compte qu'il faudra qu'il aille à des élections anticipées et il préfère les faire ayant un grand succès, qui est les retours des otages. Maintenant, Trump... on sait très bien que ce qu'il aime, c'est de se sentir le maître du monde et c'est lui qui a réussi à faire la paix. Donc, il ne va pas lâcher, là. Et il s'est entouré aussi de leviers de pression qui sont le Qatar, la Turquie, qui est quand même les garants des frères musulmans, qui sont quand même l'extrémiste islamiste, et l'Égypte et l'Arabie saoudite. Et il y a des intérêts financiers aussi. Donc, je crois que Netanyahou, sachant qu'il dépend beaucoup Israël, mais Netanyahou particulièrement avec sa politique des États-Unis, là, je ne vois pas comment il puisse reculer, sauf s'il arrive à faire échouer... Et est-ce que justement, Maxime, est-ce que l'extrême droite israélienne, qui fait partie intégrante du gouvernement Netanyahou aujourd'hui, peut, comme on le disait, pourrait faire capoter la suite des événements? Et j'avais presque envie de vous poser la question, mais ça c'est vraiment pure supposition, est-ce que l'extrême droite israélienne se réjouit réellement du retour des otages, parce que ça signifie qu'il faut aller vers un plan de paix, alors qu'on sait que l'extrême droite israélienne voulait coloniser Gaza? Oui, il y a une frange extrême qui est forcément déçue. Par le retour des otages. Et par qui a une vision pragmatique à sa manière, qui a son agenda, qui a sa grille de lecture par rapport aux événements et qui considère qu'il y avait peut-être une opportunité historique de revenir à Gaza 20 ans après avoir quitté ce territoire. Mais aujourd'hui, l'intérêt de l'extrême droite, c'est peut-être pas d'aller demain matin aux élections et de pousser à la chute du gouvernement de Netanyahou, qui tient vraiment sur un fil, on le sait, avec ce parti, ces deux partis incarnés par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont un petit peu les béquilles du gouvernement israélien, parce que tout simplement, dans les sondages aujourd'hui, l'extrême droite est en chute libre. Aujourd'hui, c'est 14 sièges sur les 120 contre la Knesset. C'est à peu près 11% de la représentation parlementaire israélienne. Mais demain, ce sont des partis qui franchissent péniblement le seuil d'éligibilité. Donc, ça c'est intéressant parce que pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, on avait l'impression... là je parle vraiment d'extérieur, que Israël poursuivait une fuite en avant à l'extrême droite, attisée par la tragédie et par le conflit. Non, vous nous dites que... Non, parce qu'en fait, c'est parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, parce que la coalition de Netanyahou tient sur eux, mais c'est pas parce qu'ils sont majoritaires ou qu'ils ont une voix. C'est-à-dire, leur voix
proportionnellement est plus grand que le pouvoir qu'ils ont dans la Knesset. C'est un peu quelque chose qu'on découvre en France, qui avait 2 blocs principaux, et maintenant c'est ceux qui font l'équilibre, qui prennent plus des petits partis, mais qui font basculer ou pas. Il y a 3 ans, il y avait un Premier ministre qui n'a pas fait long feu, qui s'appelait Naftali Bennett, à qui le président de l'État a confié la responsabilité de constituer un gouvernement avec seulement 6 sièges à la Knesset, au Parlement israélien, parce que c'était le seul homme qui avait été capable en coulisses de mener toutes sortes de consultations, qui en faisait l'homme de providence et l'homme capable de construire une coalition suffisamment large pour avoir une majorité au Parlement. C'est comme ça que fonctionne la démocratie israélienne, et c'est pour ça qu'en réalité, n'importe quel petit parti peut espérer un jour voir son candidat être Premier ministre s'il a cette faculté de parler à toutes les parties de la classe politique israélienne. Quelques résonances avec ce qu'on vit en ce moment en France. Bertrand Besancenot. Non, je voulais simplement ajouter 2-3 choses. C'est-à-dire la première, vous l'avez dit, le président Trump a des moyens parce que, tout simplement, Israël dépend quand même largement sur le plan militaire et sur le plan financier des États-Unis, et que donc le président Trump a des moyens de faire pression. Alors, les raisons pour lesquelles le président Trump serait amené à vouloir poursuivre, c'est que d'une part, il a envie d'avoir un succès diplomatique. Jusqu'à présent, il n'en a pas eu de véritable, en tout cas certainement pas en Ukraine, et même les autres accords étaient des demi-accords. Enfin, ce n'était pas réellement de vraies victoires diplomatiques. Il tient absolument à avoir le prix Nobel de la paix, ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme d'affaires. Ce qui l'intéresse essentiellement, c'est quand même de réussir, de mettre en œuvre les fameux contrats qu'il a annoncés dans le Golfe il n'y a pas longtemps. Et donc, les seules personnes qui l'écoutent réellement, le président Trump, ce sont les pays du Golfe. Il est obligé de les ménager parce que, naturellement, il sait très bien que s'il veut réaliser ces fameux contrats qui intéressent d'ailleurs au passage pas mal sa famille directement, eh bien, il aimerait effectivement pouvoir les réaliser. Or, les pays du Golfe ont répondu très, très, très clairement en disant « Nous sommes naturellement tout à fait en faveur de ce plan, nous sommes d'accord pour une reconnaissance d'Israël, mais à une condition, c'est un processus contraignant menant à la création d'un État palestinien. Et d'autre part, il est clair que ces fameux 3 000 milliards de contrats annoncés, bon, d'abord, sont un chiffre qui n'est pas très réaliste. Le PIB de l'Arabie Saoudite fait un peu plus de 1 000 milliards, donc c'est pas 3 000 milliards de contrats. Bon. Donc je veux dire, il y a eu des effets d'annonce. Néanmoins, le président Trump tient absolument à réaliser ces contrats, et les pays du Golfe, de ce point de vue-là, le prennent par le petit bout, qui est son intérêt pour les affaires, les contrats, y compris ceux de sa famille. Et justement, comme vous parlez de Donald Trump, on va traverser l'Atlantique, on va retrouver notre correspondante à Washington, Anaïs Anquet. Bonsoir Anaïs. On va parler de Donald Trump qui se présente lui-même comme le président de la paix. Justement, parlez-nous des réactions sur place à Washington, Anaïs. Réaction des Américains et de la presse aussi, et notamment de la presse démocrate, c'est-à-dire de la presse de gauche, qui ne se gêne pas généralement pour tirer à boulet rouge sur le président américain. Qu'est-ce qu'on dit de lui aujourd'hui ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que pratiquement l'intégralité de la presse américaine a salué la signature de cette première partie d'un accord de paix entre Israël et le Hamas. Même le New York Times a mis en avant le changement de stratégie gagnant de la part de Donald Trump en ce qui concerne cet accord de paix. Le New York Times met en avant notamment le fait qu'après avoir soutenu sans faille le gouvernement israélien, Donald Trump avait pris la décision il y a quelques semaines de hausser le ton pour forcer Benjamin Netanyahou à accepter le plan de paix préparé par la Maison-Blanche. Il y a aussi une réaction très importante qui était attendue ici aux États-Unis, celle de l'ancien président démocrate Barack Obama. Il n'a pas cité dans sa prise de parole Donald Trump, mais il a tout de même salué cette victoire avec cet accord. Alors, bien sûr, la plupart des Américains sont soulagés d'apprendre qu'il y a un début de résolution du conflit à Gaza. En revanche, même si Donald Trump se voit comme le futur prix Nobel de la paix, en tout cas, il l'a répété à de nombreuses reprises, beaucoup d'Américains seraient choqués qu'il obtienne. Car si le président américain se présente comme un faiseur de paix à l'étranger, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de son territoire, il fait face à une opposition importante d'une partie de la population, notamment parce qu'il a décidé d'envoyer dans plusieurs démocrates l'armée, c'est-à-dire la garde nationale. Et ça, les Américains ne vont pas l'oublier parce qu'au niveau international, le travail de Donald Trump est salué.
Une dernière question, Anaïs, et pendant que vous parlez, on voit, ce sont les images en direct de Donald Trump qui reçoit en ce moment le président finlandais. Mais c'est au cours de cette réunion, Anaïs, que Donald Trump a annoncé justement qu'il allait se rendre au Moyen-Orient ce week-end. Est-ce que vous avez des précisions sur son déplacement, ses déplacements, les pays qu'il va visiter et quand ? Alors, il a dit plusieurs choses depuis hier soir. Le président, il a affirmé qu'il souhaitait se rendre en Égypte. Il a expliqué qu'on avait besoin de lui au Moyen-Orient pour permettre la finalisation de la signature de cette première partie de l'accord de paix. Il devrait se rendre en Égypte, mais aussi en Israël. Pour la date, rien de précis. Il a tout de même expliqué qu'il devrait décoller des États-Unis à partir de dimanche. Le président américain qui veut être au centre du jeu. D'ailleurs, on l'a compris dès hier, il a souhaité être le premier à prendre la parole. On l'a compris lorsqu'il était à la Maison-Blanche pour une réunion sur une autre thématique avec la presse américaine et qu'il a été interrompu, on l'a vu, par Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui lui a apporté un papier sur lequel était inscrit « Nous attendons que vous saluiez l'accord » lors d'un premier tweet sur votre réseau social. Et c'est ce qu'a fait Donald Trump. Il a souhaité être le premier à prendre la parole, car Donald Trump, on l'a dit, souhaite prouver qu'il est un faiseur de paix. Merci Anaïs Anquet à Washington. Alors, on va poursuivre le débat. On a parlé là notamment de la libération des otages, une vingtaine d'otages vivants, le rapatriement des corps de la vingtaine d'autres otages morts toujours présents à Gaza. C'est la première partie du plan de Donald Trump, mais il y en a d'autres. Justement, je vais aller retrouver Yann Effelé au Hub, parce que Yann, justement, quelles sont les prochaines phases de l'accord ? On vient de voir la première, il faut déjà voir si elle va à son terme. Quelles sont les phases suivantes ? Eh bien, les prochaines phases, elles se joueront notamment sur le terrain. Je vous propose de regarder ça en carte. Vous avez ici la bande de Gaza. Si on met une ligne, celle-ci, c'est celle de la présence de l'armée israélienne actuellement. Donc ici, c'est la population gazaoui et ici, c'est une zone militaire contrôlée par l'armée israélienne. L'accord qui vient d'être trouvé, c'est pour un premier retrait de l'armée israélienne sur cette zone qui doit être simultané avec le retour des otages et des prisonniers. Ensuite, on n'a pas de date pour la suite. Il faut se fier au plan de Donald Trump pour esquisser les prochaines étapes. Ce serait un retrait encore plus de l'armée israélienne pour laisser toute cette partie à une force de stabilisation internationale. On n'a pas de date, les contours sont flous sur cette force, on va y revenir un peu plus tard. Et puis toujours dans le plan de Donald Trump, il y aurait ensuite un troisième retrait de l'armée israélienne qui se positionnerait dans une forme de zone tampon tout le long de la frontière, une forme de zone de sécurité pour qu'Israël puisse s'assurer qu'il ne soit pas menacé à nouveau par une éventuelle attaque terroriste. Alors par contre, Yann, est-ce qu'il y a encore des inconnus, des trous ? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont toujours pas traitées? Oui, ces inconnues, elles sont encore nombreuses, notamment sur le sort des combattants du Hamas. Si donc il y a un retrait de l'armée israélienne, ça veut dire que les combattants du Hamas, eux aussi, se retirent. Dans le plan de Donald Trump, il y avait une possibilité, s'il y avait un engagement notamment de ces combattants à une coexistence pacifique, eh bien, il était prévu dans ce plan qu'ils bénéficient d'une amnistie. Alors là, côté israélien, ça n'a pas plu à tout le monde, puisqu'évidemment, il était pour de nombreuses personnes hors de question d'amnistier des combattants qui avaient participé aux attaques du 7 octobre. Il y avait pour ceux qui souhaitaient quitter la bande de Gaza, donc toujours les combattants du Hamas, le droit de passage vers d'autres pays de manière sécurisée. Donc une fois qu'on a débarrassé la bande de Gaza des combattants du Hamas, il faut réfléchir à une gouvernance. Et là aussi, c'est un gros point d'interrogation. Que dit le plan de Donald Trump? Que dans un premier temps, il y ait une force internationale de stabilisation sous l'égide de l'ONU. Plusieurs pays ont déjà proposé leur participation pour prendre la place du Hamas et désarmer la bande de Gaza, pour ensuite laisser la place dans un second temps à un comité palestinien technocratique et apolitique. Là aussi, les contours sont totalement flous. On ne sait pas de qui il pourrait s'agir. Mais ce qui est dans le plan de Donald Trump, c'est qu'il y a un conseil de paix qui supervise tout ça, qui contrôle. Ce conseil de paix, il serait présidé par nul autre que Donald Trump, avec le concours, notamment, on avait parlé d'un ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Ce conseil de paix, le Hamas a déjà dit qu'il n'était pas pour, donc c'est pour ça que les négociations vont se poursuivre. Une troisième question, celle du désarmement de Gaza, qui doit également être discutée, avec une démilitarisation des infrastructures militaires et des armes offensives qui resteraient dans la bande de Gaza, et puis également la destruction des équipements des terroristes. Et là, on pense évidemment aux tunnels qui restent toujours présents, certains dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup Yann. Et pendant que vous parliez, Yann, on a reçu un autre urgent des agences de presse où Donald Trump affirme, il vient de déclarer que personne ne sera contraint de partir de Gaza. Personne ne sera contraint de partir de Gaza. C'est un changement majeur par rapport au premier projet de Donald Trump. On se rappelle de ce dont il parlait, d'un Gaza Riviera. Pour parler un petit peu de ce qui se passe justement du côté du Hamas, Maxime, le Hamas vient de signer. Votre analyse là-dessus, c'est parce que le Hamas sait que de toute façon, il est dans une impasse. On avait quand même eu souvent l'impression que le Hamas faisait peu de cas des morts civiles. Plus de 65 000 morts à Gaza, on le rappelle, dont 20 000 enfants. On se dit que le Hamas aurait pu continuer à sacrifier sa population jusqu'au bout. Bien sûr, c'est sa stratégie depuis le début. Mais là, il dépose un peu les armes quand même. Il n'est plus en état de combattre, ni même en état de négocier depuis quasiment le début de l'année 2024, après la première phase de l'offensive terrestre israélienne à Gaza. Mais il a été porté par des acteurs régionaux, en premier lieu le Qatar, qui lui ont offert, parce qu'ils avaient intérêt à le faire, une sorte de légitimité diplomatique et politique qui lui ont permis de faire valoir des revendications, notamment à sa branche politique en exil. Et finalement, le sort de la région, jusqu'à il y a encore une semaine, résidait entre les mains de 4 à 5 dignitaires du Hamas qu'Israël n'était pas parvenu à éliminer il y a un mois lors d'une frappe assez spectaculaire à Doha, frappe qui avait donc échoué en partie. Et c'est cette logique-là qui a provoqué sans doute aussi une forme de jusque-boutisme militaire du côté israélien, qui voulait absolument voir le Hamas lever le drapeau blanc, ce qui n'est jamais réellement arrivé, mais on sent bien qu'aujourd'hui l'organisation islamiste est acculée et qu'elle n'a plus vraiment le choix à partir du moment où des États arabes très importants, y compris les parrains du Hamas, se sont rangés derrière le plan de Donald Trump. Tamar Sebok, est-ce qu'il y a des craintes en Israël, peut-être parmi évidemment les services de renseignement israéliens, que le Hamas, très affaibli ou disparu, soit remplacé par... On sait déjà qu'il y a d'autres groupes, islamistes, qui ont peut-être d'autres stratégies, mais qui se font la guerre, comme le Fatah et le Hamas s'étaient fait la guerre longtemps. Est-ce qu'il y a cette crainte que le Hamas disparu, d'autres groupes essayent de réadministrer Gaza et qu'on reparte pour un tour ? Bien évidemment, mais il y a toujours en jeu de diviser et régner, on va dire, parce qu'Israël essaye de soutenir. Il y a aussi des familles qui contrôlent la société civile, il n'y a pas que Hamas, donc ils essayent d'un peu le soutenir pour qu'il puisse faire le contrepoids dans les zones où Hamas voudrait reprendre la main. Je crois qu'après un désastre humanitaire pareil et un traumatisme comme il y a eu en Israël, il ne faut pas attendre non plus un paix, de bonnes relations tout de suite. Ça va peut-être prendre plusieurs générations. Mais donc, il y aura beaucoup de colère. Il y aura toujours des gens qui vont attiser cette colère. Et il y aura des gens qui voudront prendre la place des leaders actuels du Hamas, sauf qu'ils n'auront pas du soutien. Donc je crois que sur le... Peut-être, est-ce qu'ils auront du soutien de la population ? On a beaucoup dit sur ce plateau, et on a réexpliqué à nos téléspectateurs, la population palestinienne soutenait le Hamas aussi parce que c'était la seule autorité qui assurait la sécurité, qui payait des retraites, qui organisait la vie. Mais on sait aujourd'hui que des Palestiniens, des Gazaouis, n'en peuvent plus ni de l'armée israélienne ni du Hamas, qui le rendent responsable de cette tragédie aussi. Est-ce qu'on connaît un petit peu leur opinion ? On recense aujourd'hui pas moins de 8 grandes familles palestiniennes. Vous savez, la société palestinienne, elle est clanique. À Gaza comme en Cisjordanie, ce sont des grandes familles. Il y en a 8 qui ont décidé de se replier sur elles-mêmes dans ce chaos généralisé qui est devenu la bande de Gaza, où d'ailleurs on ne sait plus trop qui est du Hamas ou du djihad islamique, quelles sont les nouvelles recrues. Et ces hommes, par esprit de survie, ont décidé de se dresser contre le Hamas ces dernières semaines. Donc 8 grandes familles, comme ce serait 8 certaines grandes... connues dans le passé pour avoir porté allégeance à l'État islamique au moment où cette organisation avait le vent en poupe, y compris à Gaza. D'ailleurs, certaines ont bénéficié jusqu'à ces derniers jours de la protection israélienne. Et d'ailleurs, c'est un sujet actuellement en Israël, puisqu'un certain nombre d'entre elles se trouvent
dans le sud de la bande de Gaza, dans une zone qui est encore sous contrôle israélien, qui devrait le rester après la première phase de redéploiement israélien. Et parce qu'en Israël, il y a le souvenir qu'à l'époque où Israël occupait le sud-Liban et qu'elle s'en était retirée en 2000, eh bien, elle avait un petit peu abandonné à leur propre sort les chrétiens, les miliciens chrétiens de l'armée du Liban Sud qui s'étaient opposés au Hezbollah et qui finalement, le jour où Israël s'était retiré, eh bien, devaient rendre des comptes. Ce qui risque de se passer à Gaza dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, c'est précisément un règlement de compte entre ce qui reste des forces vives du Hamas, dont certaines ont pu peut-être se dissimuler malgré l'assaut terrestre israélien, et ses familles. Donc le sang risque encore de couler. On pourrait assister, avant même de voir une force d'interposition arabe se préoccuper de la question du désarmement de cette enclave et notamment du Hamas, d'assister à des scènes d'une extrême violence qui rappelleront peut-être pour certains celles qui ont précédé le coup de force du Hamas en 2005 quand il a chassé son frère ennemi qui était le Fatah à l'époque de Mahmoud Abbas. De Gaza. Oui. Bertrand Besancenot. Oui, non, il est clair que les extrémistes palestiniens ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ne fût-ce que parmi les familles de victimes civiles gazaouis, eh bien, il va y avoir des gens qui voudront se venger d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, à Gaza même, le Hamas a plutôt perdu de sa popularité. En revanche, en Cisjordanie, c'est l'inverse, parce qu'effectivement, le comportement des colons israéliens est tel qu'effectivement, les Palestiniens qui sont en Cisjordanie ont un peu le sentiment que l'autorité palestinienne, qui n'a pas beaucoup de crédit, alors que justement, les seuls à résister, entre guillemets, ce sont les gens du Hamas. Donc effectivement... Donc, en Cisjordanie, le Hamas reprend de la popularité à cause de ça. Et donc, si vous voulez, si on veut éliminer réellement ce risque, la seule chose, c'est de donner enfin une perspective réelle à la population palestinienne. Si elle n'a aucune perspective, eh bien, il est clair que ceci laissera le terrain ouvert pour les extrémistes. Vous parlez de la perspective d'un État. Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr, absolument. Et ça, c'est parfaitement clair. D'où l'intérêt, si vous voulez, justement, de la proposition franco-séoudienne, la conférence, la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, enfin, on en parlera peut-être. Oui, il nous reste quelques minutes, donc oui, aujourd'hui... Emmanuel Macron recevait, notamment... Oui, parce qu'effectivement, on l'a dit, ce sont les gens du Golfe, et notamment l'Arabie saoudite, qui, avec à la clé la reconnaissance de l'État d'Israël, a un rôle important à jouer, et notamment vis-à-vis de l'administration Trump. Et donc, aujourd'hui, si on veut avancer vers une paix durable, à supposer naturellement qu'il n'y ait pas d'incident majeur dans la première phase, qu'on puisse avancer, eh bien, il faut créer cette perspective. C'est ce que demande d'ailleurs, c'est le plan arabe, en disant il faut que nous ayons des engagements contraignants allant vers la création d'un État palestinien. Sinon, il n'y aura pas de reconnaissance par l'Arabie saoudite ou par d'autres d'Israël. Donc, si vous voulez, si le président Trump veut réellement être fait prix Nobel de la paix, en tout cas essayer de justifier ceci, eh bien, il faudra effectivement qu'il délivre vis-à-vis des pays du Golfe, notamment. Et c'est là où, effectivement, le jeu séoudien et donc l'initiative franco-séoudienne est importante. Et une question, parce qu'avant qu'on aille vers cet idéal des deux États et d'une Palestine en paix à côté d'un Israël en paix, pour revenir sur la situation à Gaza, à nouveau, et puis on va en débattre, mais pour vous, monsieur l'ambassadeur, on parle là d'une administration un peu internationale à Gaza, avec Israël qui se retire progressivement, le Conseil de la paix, Donald Trump, Tony Blair, etc., peut-être des forces militaires d'autres pays arabes qui vont pacifier tout ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que dans l'histoire, et là je parle aux diplomates, on a souvent parlé sur ce plateau de l'exemple du Kosovo, est-ce que des administrations internationales comme ça, d'un territoire très compliqué, est-ce que ça marche? Non, ça peut marcher. Il y a des exemples également dans l'histoire qui ont marché. Simplement, si vous voulez... Comme quoi, par exemple? On a parlé sur ce plateau donc, du Kosovo. Non, mais il y a eu des accords de paix qui ont eu lieu, par exemple, au Congo, sous supervision à un certain moment. Vous en avez vu dans d'autres parties du monde, donc y compris des accords au Vietnam ou ailleurs. Mais la question, c'est plutôt le fait que, et ceci a été très bien dit, c'est qu'il
qu'il y a un flou général à la fois sur le calendrier et sur les modalités de mise en œuvre. C'est-à-dire que concrètement, quand on parle du désarmement du Hamas, ça veut dire quoi concrètement? Enfin, je veux dire, et ça ne sera pas facile. Et naturellement, les gens du Hamas feront tout pour essayer de l'éviter. Bon, il y a deuxièmement la force de stabilisation. On sait que plusieurs pays seraient disposés à le faire. Et effectivement, ça sera un besoin. Il faut qu'il y ait une force d'envoyer des soldats, bien sûr, saoudiens, jordaniens, égyptiens, qui vont... Indonésiens. Oui, indonésiens ou autres, enfin, effectivement, qui seront là justement pour éviter des clashs, pour éviter justement, et puis pour superviser. Et puis le dernier élément, c'est ce fameux Conseil de paix qui sera présidé par le président Trump et avec M. Blair. Bon, pour le moment, on ne sait pas grand-chose de la façon dont il va travailler. Il est censé quand même superviser la mise en œuvre du plan de paix, mais à part le fait que le président dise « je vais aller dans la région », on ne sait pas très bien comment va être supervisé le déroulement de cet accord de paix. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui sont évidentes, d'où l'intérêt, si vous voulez, de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Paris, parce qu'elle permet, avec ce qu'on appelle des like-minded, notamment européens, arabes et autres, eh bien, d'essayer de réfléchir réellement à préciser, à clarifier ces différents points d'incertitude pour préparer justement la mise en œuvre des deuxième et troisième étapes, avec évidemment la perspective d'un accord à plus long terme ensuite.